Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver, ma team, ma charmante team et moi, pour cette nouvelle semaine du talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de rester aussi nombreux devant vos petits écrans et surtout sur les réseaux sociaux à regarder notre direct, à commenter et puis discuter avec nous tous les sujets qui sont au programme de chacune de nos émissions. Installez-vous, on y va maintenant. Et je suis sûr et certain qu'il partage ce plaisir que moi j'ai donc à vous retrouver. Je parle de mon équipe de Rihanna, Assis. Bonsoir. Bonsoir Eric Landry. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, j'ai envie de vous saluer toutes ensemble, toutes les deux. Eric Landry, tu es sapé, tu es zango, tu es ja la foule ce soir. Merci. Vraiment, on a aimé. Pendant que je fais l'intro, 2 minutes avant que je fasse l'intro, je chantais cette chanson. 2 secondes, mais je suis resté concentré quand même, tu vois. Donc j'ai choisi de vous saluer toutes les deux ensemble parce que vous faites partie peut-être du parti des écologues de l'écologie français. Non, elle m'a juste copié mon verre. Comme ton verre. Bonsoir à la coupée décaleuse. Bonsoir à vous chez vous et bonsoir messieurs sur le plateau. Pourquoi le verre aujourd'hui, les filles? Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein. Bon, moi, parce que Maï Miqueux est en verre aussi. Tu t'es habillée à quelle heure, Aïcha? Il y a quelques minutes. Ça, c'est pas important. Ah non, moi je me suis habillée important. D'accord. Je pensais que c'était le mot d'ordre en fait. On aurait été à côté de la plaque par rapport à tout ça. Il y a une symbiose, donc c'est normal. J'aime beaucoup cette dame-là. Qui s'est parlé de votre symbiose? C'est bien Gandhi. Gandhi, bonsoir. Comment ça va? Eric Landry. Ça va bien? Ouais, ça va. Très bien. Tranquille. Décontracté pour un lundi quand même. Chemise manche retroussée avec une belle cravate. Merci. Et puis bon, je suis heureux de revoir Rihanna. Très bien. Elle est toute belle là. Voilà, ça me donne des envies. Ah, d'accord. On a fait bip sur cette partie. Landry, je pense que l'une... Parce qu'on a lu les pensées quand même. Non, mais je pense que l'une de tes... Dans tes termes de référence, tu es censé nous protéger sur ce point. Oui, absolument, je le fais déjà, rassure-toi. Les gars, vous relâchez. Si c'est trop compliqué, tu pousses un peu vers moi ici, tu vois. Ok. Arnaud Gouy, comment ça va? Oui, ça va très bien. Contrairement aux envies de Gandhi, moi j'ai plutôt envie de saluer tous les amis qui nous suivent depuis le Burkina et singulièrement ceux qui nous suivent de Wempinga, de Padoua et de Ouaga 2000. D'accord, très bien. Écoutez, on est très heureux, hein, donc rassurez-vous, les envies de Gandhi, c'est envie de chocolat. Voilà, parce qu'elle ramène assez souvent du chocolat quand même sur Merci sur pour ce la plateau. Donc, vrai. envie de manger du chocolat. T'en as pas ramené aujourd'hui? C'est faux. Et j'ai envie de dire chocolat. Chocolat, d'accord. Elle Elle fait plus que du copé décalé. Elle chante aussi. On va y aller tout de suite avec le premier sujet qui est dans l'info du jour. Le week-end a été chaud, hein. On parle sport dans cette info du jour avec cette conférence de presse tenue au stade Houphouët-Boigny par le coach Maïs Faye des éléphants de Côte d'Ivoire, éléphants donc 3 étoiles qui reprennent le chemin donc des préparatifs ou des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 au Maroc. La liste tant attendue, elle est sortie pour la fenêtre FIFA, donc 2 matchs à jouer. Hein. Le prochain match, 6 septembre à Bouaké, au stade de Bouaké. Et après, on se déplace à N'Djamena au Tchad pour la deuxième rencontre. Arnaud Gouy, quelle est cette liste? Quelles sont les surprises? D'accord, donc l'entraîneur nous a dévoilé une liste de 25 joueurs. Je tiens à préciser que le match contre le Tchad, étant donné que le Tchad n'a pas de stade homologué, va plutôt se jouer au Cameroun. Très bien, merci pour la précision. Donc dans la liste des 25 joueurs, on a comme gardien... on a 3 gardiens, très bien. Des défenseurs. On a à la fois le coach est resté sur des joueurs qui ont joué pour la plupart la CAN, même si on a, disons, des surprises. Ça va. Des joueurs qui n'ont pas joué la CAN. En termes de personnes absentes, en tout cas absents de match, on a Pépé, Seko Fofana et Ghislain Conan. Ghislain Conan, latéral gauche qui a joué quasiment tous les matchs de la CAN. Mais le coach s'est justifié. Il a expliqué que pour ce qui concerne Ghislain Conan et Seko Fofana, ils sont dans une phase de mercato. Ils ne se sont pas entraînés ces derniers temps. Ils viennent à peine d'atterrir dans leur nouveau club. Donc pour eux, c'est un peu compliqué. C'est quand même une grosse surprise, hein, parce que Ghislain Conan, c'est le gars qui n'est vraiment pas, qui n'est jamais absent. Oui, qui a été remplacé une seule fois seulement donc, par Guéla, non, on trouvera le nom, mais qui est assez souvent présent quand même sur cette liste. Oui, il a quasiment toujours été présent. Il a joué presque tous les matchs de la CAN sans être remplacé pour la plupart du temps. Il est très athlétique. Mais le fait de ne pas jouer pendant un certain temps, d'être au repos, d'avoir... Et le coach a expliqué, il a dit qu'il a discuté avec eux avant. C'est vraiment ensemble qu'ils ont pris ces décisions. On a d'autres absents aussi qui ont participé à la CAN, notamment Lazare Amani, Idrissa Doumbia, Jérémy Boga,
Karim Konaté, hein, qui est meilleur buteur de son club et du championnat aussi. On a Jean-Philippe Crasso et puis on a Aurier. Bon, ça s'explique surtout avec la présence de Sengo qui l'a suppléé, et puis il y a des questions d'âge, retraite, etc. Très bien. Et puis on a des joueurs qui eux, n'ont pas participé à la CAN précédente, mais qui sont sur la liste, même si pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà eu une expérience au moins avec les éléphants. Il s'agit de Koné Mohamed, donc le joueur, le gardien du Havre, qui joue au Havre maintenant. On a Agbadou, qui a joué les matchs amicaux, également défenseur. On a Silla Aboubakar, qui joue du côté de Strasbourg, qui est également défenseur. On a Diomandé Mohamed, qui joue du côté de Glasgow Rangers. On a Amad Diallo, qui est attaquant et qui évolue maintenant à Manchester United. Et ça, c'est la plus belle surprise, hein, qui commence bien cette saison, Amad Diallo. Tout à fait. Le jeune prodige, on se souvient, son coup de patte, hein, donc sur un coup de pied arrêté, contre le Burkina, ici même, à Abidjan et BNP. Exactement. Qui est en pleine forme en ce moment. Exactement. Après de lui, on a Evan Guessan, qui évolue du côté de Nice, qui est également flamboyant. On a Emmanuel Latelat, de qui on a beaucoup parlé, qui évolue à Middlesbrough, qui est un joueur pas très grand, mais très athlétique, costaud, qui met beaucoup de buts, très combatif. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il soit sur la liste, c'est maintenant le cas. Et puis on a le joueur du FC Bâle, Traoré Béni, attaquant, qui lui également fait son entrée. Lui aussi est attendu, il était attendu par les Ivoiriens dans cette équipe. On espère qu'il va avoir quand même un petit moment de jeu sur ces deux rencontres qui sont quand même capitales, ces deux rencontres. La Zambie, le Tchad. Il faut rappeler que le Tchad a quand même un stade, mais qui n'est pas homologué, tu l'as dit. C'est pourquoi donc, ils vont jouer au Cameroun. Il est important quand même pour tous nos téléspectateurs qui n'ont pas encore la nomenclature de la liste. Ce n'est pas beaucoup de joueurs, on peut citer rapidement. Donc 3 goalkeepers, Yaya Fofana, Koné Mohamed, Sangaré Badra, défenseur Emmanuel Agbadou, Willy Boni, Diomandé Ousmane, Guéladoué, Kosonou, Dika Evans, Christopher Operi, c'est de lui que tu parlais à l'instant, qui a remplacé très certainement Ghislain Codan à son poste. Sengo Wilfried, Silla Abakar, et puis un peu plus loin, Diomandé Mohamed, Dorgeles Mao, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean Seri, ce sont les milieux de terrain. Au niveau des attaquants, on a Simon Adengra, Amad Diallo, Diakité Oumar, Evan Guessang, Sébastien Allaire, Christian Kwame, Emmanuel Latelat, et puis Traoré Béni, c'est toute la nomenclature des appelés donc, en sélection pour cette fenêtre FIFA. Qu'est-ce qu'on en pense, notre très cher Gandhi? Déjà, je voudrais saluer l'entraîneur qui a gardé le squelette. Il a gardé le squelette à part quelques entrées. Bon, la grande surprise, comme il a dit tout à l'heure, à part Seko, mais il a déjà justifié ça. Mais j'ai été aussi quand même personnellement étonné de la présence de Christian Kwame. C'est vrai, Christian Kwame en tant qu'attaquant, qui n'a pas encore donné en fait, tout ce qu'on peut pouvoir attendre de lui en équipe nationale. Même si à l'extérieur, au niveau de son club, il donne satisfaction. Mais au niveau des éléphants, je pense qu'il n'a pas encore donné pleine satisfaction. Mais l'entraîneur a gardé le squelette. On n'échange pas une équipe qui gagne, à part quelques modifications. Déjà, sur papier, la Côte d'Ivoire pas déjà favori parce que déjà au niveau des classements africains, nous sommes 4e et au niveau mondial, nous sommes 38e. Nous sommes mieux cotés en fait que l'équipe adverse de la Zambie. Donc déjà, comme c'est un match de football, on attend, c'est déjà au terrain qu'on peut déjà dire le résultat réel. Mais déjà, si on devait s'en tenir au papier, aux chiffres, déjà, la Côte d'Ivoire est déjà mieux placée. D'accord. Comme il ne faut jamais rester sur les chiffres, on se souvient donc un certain Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, un cinglant 4-0 encaissé par les éléphants de Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire a pleuré. Mais bon, on va dire que c'est le côté amer de la chose qui a rendu encore excellente cette Coupe d'Afrique des Nations que nous avons remportée, n'est-ce pas? C'était un mal pour un bien. Ben oui, absolument. Alors sur la question en tout cas de cette sélection, moi je fais entièrement confiance à Emers Faye. Je pense qu'il nous a montré durant cette période de la CAN qu'il savait de quoi il parlait, qu'il maîtrisait son sujet. Donc on est plutôt, alors je ne vais pas dire rassuré, on est plutôt optimiste parce qu'on a confiance en nos éléphants. On est quand même champion. Donc quels que soient les éléphants qui sont sélectionnés, on sait qu'on partira avec toute cette grâce-là qui nous accompagnera et qu'on ramènera encore une fois la coupe à la maison. D'accord. Non, on a envie de se faire des souvenirs quand même parce que ce n'est pas la même équipe à 100% qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y en a qui ne sont plus, qui étaient là mais qui ne sont plus dedans. Et il y en a qui n'étaient pas là, qui sont là aujourd'hui. Okay. Mais on va revenir quand même sur des souvenirs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc le joueur qui t'aura marqué pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est présent sur cette liste. Non, pas qui est présent sur cette. Non, mais tous.
C'est un travail d'équipe. Comme on dit, elle a été particulière, cette coupe qu'on a gagnée, pour rappel. Non, ça a été particulier parce que c'est une remontada mentale, en fait, qu'ils ont fait. Parce qu'ils se sont fait chicoter par leurs propres supporters. Ça, on n'a pas oublié non plus. Les Ivoiriens ont été très durs avec eux lors de ces 4-0. Ça a été physique même, au niveau des voitures, des cars caillassés et tout ça. Pour remonter mentalement, il faut être très fort. Donc, c'est un travail d'équipe. Et je pense que monsieur le coach Emers Faé a aussi fait ce travail-là quand il l'a intégré, justement. Enfin, quand il est devenu l'entraîneur officiel de l'équipe. Donc, je suis contente de voir cette formation. On a des joueurs qui sont très fougueux, d'autres qui sont assez techniques, donc c'est assez équilibré. Et moi, vraiment, cette CAN-là, celui qui m'a vraiment fait rêver, il n'est pas là. C'est Seko Fofana, parce qu'il a porté vraiment cette équipe. On l'a vu décisif à quasiment tous les matchs, bien avant qu'on arrive même au niveau des quarts et des demi. Grand homme, grand footballeur. D'accord. Très bien. C'est Mais vraiment toute l'équipe, excellent. pardon, c'est pas un manque de respect aux autres, toute l'équipe. Toute l'équipe, hein. D'accord, très bien. On parlera peut-être du choix de Boaké, parce que c'est au stade de Boaké, alors que les Ivoiriens s'attendent quand même à retourner au stade Houphouët-Boigny, qui est laissé pour compte avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis la dernière fois où on y a joué, c'est 2 matchs amicaux qu'on a joué, d'abord contre le Maroc et ensuite contre l'Afrique du Sud. Après ça, plus de matchs des éléphants de Côte d'Ivoire au stade Houphouët-Boigny. C'est Boaké ou Ebimpe? Oui, Boaké, c'est une grande ville de football qui nous a fait vivre beaucoup d'émotions pendant la CAN. Et moi, je trouve ça bien de rapprocher les éléphants des supporters de l'ensemble des Ivoiriens, surtout à l'intérieur du pays. Et maintenant qu'on a quelques stades, il faudrait peut-être bien en profiter. L'autre chose, c'est vraiment de rester prudent face à la Zambie, parce que la Côte d'Ivoire devient l'équipe, les Chipolo-Polo. J'ai beaucoup d'amis en Zambie d'ailleurs, bonjour à eux, même si je ne suis pas très sûr qu'ils nous suivent avec la langue. Mais il faut faire très attention à cette équipe de Zambie qui est très joueuse, qui est un pays de football, qui est régulièrement dans la compétition, qui a remporté avec notre ancien coach qui avant ça a été eux leur coach également. Donc Hervé Renard. Donc c'est une équipe qui est très joueuse, et surtout la Côte d'Ivoire est vraiment l'équipe à battre. Depuis qu'on a le coach Faye Emers, on n'a perdu aucun match. En match officiel, enfin tous les matchs officiels qu'on a disputés, que ce soit au niveau de la CAN ou des matchs amicaux, on n'a perdu jusqu'à présent aucun match. Et toutes les équipes veulent battre la Côte d'Ivoire pour annoncer qu'ils ont battu le champion. Donc il faut rester très prudent. Mais je demande très confiance, surtout qu'on joue à Boaké, qui est un stade très fougueux. D'accord. Et des fois, on joue à Boaké. Boaké, c'est symbolique. De toute façon, je sais pourquoi je le dis. Alors, on se pose la question de savoir, étant donné le fait qu'on est champion d'Afrique quand même, et que depuis, on ne fait que gagner tous nos matchs, qu'est-ce qui explique encore la 4e position au classement africain, Gandhi? Déjà, pour dire que 4e position, on a fait un gain. Parce que là, avant d'être aujourd'hui 4e, on était en régression. Donc déjà, c'est à saluer. Mais parce que vous savez déjà qu'on a gagné tous nos matchs, même les matchs amicaux. Et la dernière fois, vous savez, un Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, vous savez ce que ça a donné, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais déjà, nous sommes déjà dans le top 10 africain. Ça, c'est déjà à saluer. Même au niveau mondial, on a évolué. Mais moi, ce que je veux dire, Boaké, même si on devait faire de la superstition, puisque vous savez, à Boaké, on avait déjà gagné notre match décisif. Donc, mais déjà, comme Landry l'a dit, c'est pour en fait permettre aussi à tous les Ivoiriens qui sont à l'intérieur. C'est Arnaud qui l'a dit. Arnaud Gueye. De Landry, on passe à Gueye. Reviens du week-end. Reviens du week-end. On est lundi aujourd'hui. Désolé. Mes envies sont carrément sur le chocolat. C'est chocolat. D'accord, très bien. Donc en fait, pour dire que Boaké, pour tout simplement faire vibrer en fait toutes les populations qui sont à l'intérieur du pays. Et puis bon, Boaké, je pense que au vu déjà de la qualité du stade. Boaké nous porte chance. Et puis on se souvient quand même du public de Boaké, alors que nous critiquions tous le public de Bimpe, qu'on a trouvé assez froid. On sort d'Abidjan, on va à Boaké, et pendant que c'est chaud sur les éléphants, tu entends tout ce peuple-là qui chante à l'unisson l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Après, il y a une autre chanson, moi, qui me plaît beaucoup, c'est un seul refrain. On est là, on est là. Une chose qui motive les joueurs. On va regarder quand même. Oui, vas-y, rapidement. Il me semble, si je ne me trompe pas, que le maire de Boaké avait aussi offert des places pour pouvoir remplir les stades. Oui, fallait. Voilà, ça aide aussi à chanter. Il y avait une forte communauté malienne présente à Boaké, justement. Donc il fallait motiver donc les Ivoiriens à aller se déplacer d'Abidjan à Boaké pour remplir. Petit souvenir, on y va tout de suite. Petit souvenir quand même, on va commenter dessus. Qui est le bon commentateur de football ici? Arnaud Goyi. Côte d'Ivoire, Mali, deuxième but. Je regarde d'où. Ah non, vous êtes parti de trop. On aurait pu aller plus loin quand même. Oui, on aurait pu aller plus loin parce que ce qu'on retient sur ce but, c'est
Comment il s'appelle? Adengra qui récupère la balle sur le côté droit. Une petite passe de Ouma Diakité qui élimine un Malien, qui colle son fessier sur le gazon. Il se faufile dans la surface de réparation. Il essaie de faire le retrait donc à Seko Fofana qui frappe et qui est à la déviation. Diakité Oumar pour prendre à contre-pied Diagadjigui, c'est son Diagadjigui, le goalkeeper malien. Et c'était un glorieux moment. On est devenus tous fous à la maison, dans les rues, dans les villages Cannes. On aimerait encore que Bouaké nous porte chance ce vendredi 6 septembre, lors de cette rencontre. La dernière fois qu'on a rencontré la Zambie, elle nous a battus. Donc on espère que cette fois, les gars, vous allez nous permettre de gagner ce match et puis aller bien donc, dans cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Oui, on sera qualifié, c'est sûr. Et puis, juste un mot sur le classement FIFA, parce que souvent, certains s'interrogent, on est champion d'Afrique, pourquoi on n'est pas automatiquement premier? En fait, la FIFA fait des calculs. Quand vous arrivez en quart de finale, en demi-finale, en finale d'une compétition comme la CAN, vous gagnez un certain nombre, vous engrangez un certain nombre de points. Quand vous jouez des matchs officiels, des matchs amicaux dans les fenêtres FIFA, parce qu'il y a des fenêtres FIFA officielles là, et que vous jouez contre de grosses équipes, que vous remportez ces matchs aussi, il y a des points qui s'ajoutent. Donc, c'est ce cumul-là que l'on fait. Donc, quand on fait le calcul après, vous progressez, mais ça ne veut pas systématiquement dire qu'on devient premier parce que les autres ont déjà un certain nombre de points. Merci pour la précision. Merci pour la précision. On aimerait quand même faire un clin d'œil à nos frères maliens. Chose bizarre, on se retrouve chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations dans la même poule ou un peu devant, on se rencontre tout le temps. Mais on vous aime, vous êtes nos frères, c'est sportif, on est toujours ensemble les Maliens, mais la chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on vous bat toujours. Mais on vous aime, quand on dit qu'il aime bien châtie, donc on va toujours vous battre. On vous aime, mais sur le terrain, on va vous gagner toujours, on vous aime. Bisous, bisous les Maliens, vous avez de belles femmes. Et puis j'ai un grand souvenir justement de ce match, parce que je me souviens très bien, j'étais au FESPACO à Ouagadougou lorsque je suivais avec un public qui à 99% était burkinabé et malien, mais qui supportaient presque tous maliens. Je crois qu'on et toi, tu étais le seul supporter ivoirien? Oui, j'étais le seul supporter ivoirien. À la 89e minute, quand on a marqué, je me suis calmé parce que je suis quasiment seul là. Donc, mais 120e minute, franchement, je ne pouvais plus, je me suis levé. Et le truc, c'est que je suis allé devant l'écran géant, j'ai crié, j'ai fêté. Et quand je me suis retourné, je vois tous les regards hostiles. On ne peut pas se retenir. De toute façon, on ne peut pas se contenir ou contenir sa joie. Il célèbre dans le camp de l'ennemi. Oui, d'accord. Même si on avait été malien, on l'aurait mal vécu parce que ce but-là, il fait très mal. Mais dis donc. Voilà, c'était donc la page sportive de cette émission. N'oubliez pas, 6 septembre au stade de Bouaké. Et puis le 10 septembre après, donc, la Côte d'Ivoire se déplace au Cameroun pour jouer. On espère que nos beaux-frères vont bien nous accueillir. On vous regarde. Supportez-nous, hein. Vous là. D'accord, les Camerounais, c'est de vous que je parle. On poursuit cette émission avec une autre actualité. On y va tout de suite. Et dans cette actualité présidentielle 2025, le ministre Kobenan Adjoumani, porte-parole du RHDP, qui, dans une interview accordée à Le Patriote, répond au ministre Hubert Boulaï du PPACI. Morceau choisi, je cite, Gbagbo et le PPACI n'auront rien par la violence. Fin de citation. Gandhi va situer le contexte de cette interview. Le ministre d'État, le ministre Adjoumani, profitant en fait d'une interview, a répondu à un cadre du PPACI, le professeur Hubert Boulaï, qui était en meeting dernier à l'ouest du pays, où il disait que si le président Laurent Gbagbo n'était pas candidat aux prochaines élections présidentielles, il n'y aura pas d'élection. Donc, logiquement, le parti au pouvoir, par le canal de son porte-parole, a répondu, et de façon en fait très sévère, où il a carrément répliqué que le PPACI, n'aura rien si ce n'est pas cette voie à travers la violence qu'ils veulent s'exprimer. Et il résume, de tout ça, l'interview se résume, Laurent Gbagbo et le PPACI n'auront rien par la violence. Bon, voyez-vous, cette réponse-là traduit déjà le malaise qui prévaut au niveau de la sphère politique ivoirienne, avec tout ce qui se passe. Et c'est comme ça, malheureusement, c'est la tradition dans notre pays. À quelques années ou à quelques mois des élections, c'est toujours comme ça. En fait, le parti au pouvoir et l'opposition s'attaquent de façon violente. Et cela présage déjà
d'une atmosphère Là, on parle difficile. de violence verbale. Hein. Oui, voilà. oui, mais justement, on commence par la violence verbale et on aboutit à la violence physique. Mais déjà, avec ce qui se passe, je pense que ça présage déjà d'un malaise en fait, au sein de notre pays pour les élections futures. D'accord. Faut-il désarmer les discours, Gouy, le langage aujourd'hui, le langage politique Oui, je pense pour la paix? Je pense qu'il faut désarmer et surtout, on semble avoir en tout cas un vrai problème avec les élections, malheureusement. Parce qu'à l'approche des élections, c'est toujours le même scénario. On a des discours guerriers, on a des candidats, des personnes qui ne sont pas candidates, on a des candidats d'exception, on a une marche pour que l'autre soit réintégré, pour qu'il puisse être candidat. On a assisté à ce chemin depuis 1995 quand même. Depuis 1995, on a toujours eu des problèmes de personnes qui doivent être candidats, qui ne sont pas candidats, on pousse les autres à les mettre sur la liste, etc. Et franchement, ça devient pénible et très inquiétant qu'à l'approche des élections, on commence avec ce type de discours. C'est vrai que le PPACI également a dit que, en tout cas, ils agiraient pour que Laurent Gbagbo soit candidat, mais peut-être que je n'ai pas bien suivi l'actualité, j'ai peut-être pas bien suivi, mais nulle part dans ce que j'ai entendu ou dans ce que j'ai lu de la part du PPACI, il n'a été question de recours à la violence ou de recours à la force pour imposer en fait Laurent Gbagbo, même si on pourrait peut-être lire entre les lignes. Mais en tout cas, formellement, ça n'a pas été déclaré. Mais tout de suite, avec le ministre Adjoumani, on a fait sortir le vocabulaire de la violence. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que quand on fait sortir ce genre de termes, c'est-à-dire quand on patauge dans le vocabulaire ou le lexique de la violence, eh bien, ça met des idées dans la tête des gens. Ça inquiète des personnes, ça inquiète les populations, etc. Donc, je pense vraiment qu'on peut se dispenser de ça, à la fois avoir des conditions électorales qui vont satisfaire l'essentiel des acteurs qui vont participer, qui vont concourir pour l'élection présidentielle, premièrement, et puis deuxièmement, qu'on puisse avoir un discours qui est beaucoup plus apaisant parce qu'on est vraiment fatigué dans l'approche des élections, s'inquiéter. D'accord. Est-ce qu'on va arriver, Aïcha, finalement, donc, à briser ce cycle de violence verbale ou peut-être même physique? Est-ce qu'on va y arriver un jour dans notre pays à l'approche des élections, ou même pendant les élections? Ça me gêne un peu qu'on parle beaucoup de violence. Moi, je n'en ai pas vu, ni dans les propos de l'un, ni dans les propos de l'autre d'ailleurs. On parle de violence, mais je ne vois pas de violence en fait. Je trouve ça hyper exagéré. En parlant d'exagération, je trouve exagéré aussi les propos du ministre d'État, le porte-parole du RHDP, donc M. Adjoumani. Je trouve que pour une phrase dite par le PDCI qui n'est que... Par le PPACI. Le PPACI, j'ai dit quoi? Qui n'est qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire si le candidat Laurent Gbagbo n'est pas réinscrit. Je ne comprends pas le rapport entre ça et nous parler de tradition de la violence, mettre le pays à feu et à sang. Oui. Moi, je n'ai pas compris ça dans cette phrase qu'il a lui-même citée. Donc, il faut faire très attention au lexique qu'on utilise, en fait. On l'a déjà dit une fois ici. Ça rentre dans la tête des gens. Effectivement, c'est des petits discours comme ça, des petits mots de la dialectique en fait, qu'on ingère petit à petit dans la tête des gens. Je trouve que c'est assez grave. On a traversé 2 crises qui ont été sanglantes, où des gens sont morts, 3000 morts, d'après ce qu'on a dit. Donc, c'est des mots qu'il faut éviter. Je ne vois pas du tout la violence. Même au niveau des propos de M. Adjoumani, ils sont exagérés, mais ils ne sont pas violents. Pourquoi est-ce qu'on parle de violence encore? Est-ce qu'on est fanatique de la violence? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on est fanatique de la violence? C'est une question qu'elle pose. Tu peux pas y répondre peut-être. Moi, je vais plutôt être mitigée quant à cette sortie, parce que c'est vrai que dans le fond, je comprends la volonté de vouloir apaiser, mais je n'aurais pas ciblé le PPACI, je n'aurais pas fait de ciblage concernant les partis d'opposition, j'aurais plutôt fait un appel à tous les partis d'opposition en anticipation au langage violent. C'est vrai qu'on a pu entendre donc, cette phrase de Hubert Ulahi qui disait justement que si Laurent Gbagbo n'était pas président, il n'y aurait pas d'élection. Je peux comprendre n'était pas candidat, faut dire. N'était pas candidat, pardon. Il n'y aurait pas d'élection. Je peux comprendre qu'on appelle à la non-violence justement à l'aube des élections présidentielles, mais j'ai aussi trouvé que les propos du ministre Kobena Adjoumani étaient un peu exagéré. Alors, on le connaît pour son franc-parler, on le connaît pour ses sorties qui sont très souvent houleuses, franches et directes, mais j'ai trouvé que le contexte ne s'y prêtait pas forcément. J'ai trouvé qu'il y avait un peu une confusion entre sa casquette donc, de membre du RHDP et sa casquette de ministre d'État. Et je trouve il est porte-parole du RHDP. Mais je trouve que justement, quand on a justement ces 2 casquettes, il faut arriver à avoir une retenue et à équilibrer en fait ses dires, surtout quand on a une telle responsabilité vis-à-vis des citoyens. Donc moi, je me serais vraiment arrêtée sur l'appel à la non-violence à l'aube des élections en m'adressant à tous les partis d'opposition et pourquoi pas même à tous les partis qui font, pour ne pas me répéter, partie prenante de ces élections. Alors j'aimerais quand même m'arrêter sur un problème qui a été souligné et que j'ai un peu déploré cet angle d'approche, c'est concernant la CEI. Alors on a donc...
une coalition de l'opposition qui vient justement attirer les regards, ce qui est totalement démocratique et ce qui est normal sur une éventuelle réforme de la CEI, sur j'ai envie de dire, des préoccupations qui sont légitimes. Moi, j'aurais plutôt préféré qu'il ne se prononce pas sur ce sujet parce que ce n'était pas le lieu de le faire, soit qu'il propose justement qu'il y ait l'ouverture d'un dialogue afin que tout le monde puisse exposer ses problèmes. Alors, tu lances un appel pour un discours apaisé plutôt, c'est cela? Un discours apaisé, un discours conciliant et un discours, j'ai envie de dire, qui ne bafoue pas tout de suite les recommandations qu'ont fait l'opposition, parce qu'une opposition, ça reste quand même un membre actif de la vie politique d'un pays. Le rôle même d'une opposition, j'ai envie de dire, c'est de s'opposer, donc de trouver des failles ou des potentielles failles à un système et de faire des propositions. Et cette opposition a appelé à un dialogue, j'ai envie de dire, à une concertation, ce qui pour moi reste pacifique jusque-là. Mais quand on dit « je n'ai rien compris de leur récrimination », et c'est comme si à chaque élection, ils sont obligés de parler des mêmes problèmes, c'est légitime. Si ces problèmes à leur niveau perdurent ou persistent, on ouvre un dialogue, on ouvre un cadre de concertation et on apaise les choses. Mais j'ai trouvé que le discours allait plus dans le sens, pour moi, d'une violence verbale implicite plutôt que les actions qui ont été faites par l'opposition. Mais c'est très bien d'appeler à la non-violence. Est-ce qu'il n'a pas le souvenir, par exemple, d'une sortie d'un chef d'un parti en 2020, on se rappelle, hein, Soro Guillaume avait fait une sortie pour dire qu'il n'y aurait pas d'élection si... bon, il avait averti pareil, et on sait ce qui est arrivé après. Est-ce que ce n'est pas donc en prévention à cela que le ministre Adjumani a fait cette sortie, Ben, en fait, je veux revenir d'abord sur certains faits. Je suis quand même étonné qu'on dise qu'il n'y a pas eu de violence. La sortie d'Adjumani est une réponse précise à la sortie de Hubert Oulaye, qui est un cadre du PPACI. Il y a effectivement violence, parce que quand Hubert Oulaye dit, par exemple, si Gbagbo n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection. Ça, c'est une invitation à la violence. Parce qu'on sait que c'est vrai que Laurent Gbagbo est cadre vraiment du PPACI, est-ce que c'est une invitation à quel type? C'est un peu fort que de dire que c'est une invitation à la... C'est implicite, c'est une violence implicite. Parce que je pense que quand on est responsable d'un parti politique et la situation du Sénégal... C'est clair que c'est ton interprétation. Non, c'est même pas mon... C'est un fait. Parce que quand quelqu'un dit... Mais non, c'est pas un fait. Le ministre Hubert Oulaye n'a pas invité... Le ministre Hubert Oulaye n'a pas invité à la violence. Laissez que je parte au bout de mes idées. Hein? Quand quelqu'un dit, quand tel n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection. J'aurais été d'accord qu'ils disent, par exemple, eux, ils n'iront pas aux élections. Mais quand il dit, il n'aura pas d'élection, parce que l'élection concerne tout le monde. Si eux, ils ne sont pas candidats, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit, si Gbagbo n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection, donc il veut bloquer. Ça, c'est une forme de violence subtile. D'accord. Voilà. On est d'accord qu'on peut interpréter ça comme on veut. Je voudrais que tu m'écoutes sur ce point. Je voudrais que tu m'écoutes là-dessus. Je voudrais que tu m'écoutes là-dessus. C'est vrai qu'on peut interpréter ça comme on veut, mais on ne peut pas accepter de dire que c'est une invitation officielle à la violence. Pour dire qu'on va faire de la violence. Ce n'est pas de la violence. On ne va pas permettre... Je vous concède ça. Voilà, très bien. Maintenant, en retour, quand le ministre d'État, le porte-parole du RHDP, en retour dit qu'il n'aura rien, parce que c'est le résumé en fait de sa phrase, il n'aura rien. Il rassure en fait les Ivoiriens et il rassure en fait son parti politique pour dire face aux menaces, nous n'allons pas laisser faire. Il le dit même dans son interview que le président Ouattara ne permettra pas ça. Mais moi, ce que je veux dire, comme Rayana l'a dit, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est d'inviter tous les partis politiques... Non, attention. Aujourd'hui, avec tout ce qui c'est d'inviter tous les partis politiques à s'asseoir autour de ce que je peux appeler des dispositions communes pour qu'il y ait la paix. Les Ivoiriens sont fatigués de ce genre de choses. Voilà. Que tel ne soit pas candidat. Parce que 15 ans en arrière, l'actuel président aussi n'était pas candidat. On a eu ce genre de discours. On a vu ce que ça a donné en 2010. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses? Et inviter aussi les uns et les autres pour dire, quand un tel n'est pas candidat, c'est toute une équipe. Un autre peut être candidat. Le Sénégal nous l'a montré. On n'a pas besoin de forcément aller à la violence. Parce qu'après la violence, on s'assoit, on discute, les morts ont perdu. Et c'est le pays qui est retardé. D'accord, Aïcha. Non, je veux juste dire que c'est des assertions. Hein. Comme, est-ce que tous les partis qui disent on va gagner les élections, est-ce que finalement ils gagnent ou est-ce que, je veux dire, c'est des assertions? Et peut-être qu'ils font référence tout simplement au boycott des élections, comme on en a eu plein. Peut-être que ça va continuer aussi. Ce qui n'est pas normal aussi, mais je veux dire, c'est pas forcément de la violence tout de suite. Je ne sais pas pourquoi on pense à ça immédiatement. C'est quand même qu'on est formaté à la violence. Je trouve ça un peu inquiétant. Mais ce sont des assertions. Moi, je vois tous les partis dire on va gagner. Il n'est pas sûr qu'il gagne. Ce qui est quand même différent de... Il n'y aura pas d'élection, c'est quand même différent. Oui, mais je veux dire,
On connaît les politiques, c'est le principe même du politique de faire des assertions qui ne sont pas toujours basées sur des chiffres ou sur la réalité. Je veux dire, c'est un peu le jeu politique aussi de donner ce type d'assertion. Il faut l'accepter dans le débat politique, ça. Moi, je ne vois pas de violence. Hein. J'ai compris le contexte, j'ai compris ce que Gandhi veut dire, mais je ne sais pas aller aussi loin, en fait. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Mais de quelle façon? On ne sait pas. On est sûr que ce n'est pas de la violence qui a été exprimée dans cette phrase. On est sûr de ça. Oui, mais ça s'interprète et ça l'a été, désolé, hein, ça l'a été quand même, ça a été interprété par de nombreux internautes comme non pas un appel à la violence, mais un discours qui n'est pas rassurant dans un contexte où on a déjà connu donc des frictions en Côte d'Ivoire, quand on sait que les élections présidentielle reste encore un petit sujet délicat et qu'on attend justement des responsables politiques d'avoir une posture rassurante et dans leurs propos, et dans leur tenue, et dans leur sortie. Et moi, je trouve que effectivement, avec cette sortie d'Hubert Oulaï, on allait un peu trop loin dans ces assertions. Ce n'était pas le bon contexte pour sortir une telle phrase, parce que quand on dit si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection, on n'est pas dans la posture où on peut décider de s'il y a une élection ou pas. Dans tous les cas, il y aurait une élection. Si on dit s'il n'est pas candidat, et éventuellement on protestera, on demandera qu'il le soit à tout prix, on fera des... Là, on peut comprendre. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'élection, c'est implicitement quand même un petit appel à une forme de boycott, ce qui n'est pas normal. Oui, mais bien sûr, mais après, nous, on l'interprète. Je voudrais ramener ma question quand même à laquelle Gandhi n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire le tour de table avec la même question. Arnaud Gouy va commencer par y répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour briser ce cycle de violence, qu'elle soit verbale ou physique? Pour briser le cycle de violence et la violence même en général au niveau des élections, je crois que la première chose à faire, c'est d'assainir le milieu électoral. Parce que toutes les crises qu'on a eues en 95, la crise qu'on a eue en 95, enfin la mini-crise, la crise qu'on a eue en 2002, puis ses racines dans l'élection de 2000, que certains avaient contesté, 2010, bunker, CPI, etc. 2000, 99, 2000 déjà. Oui, j'ai dit 2002 en référence à 2000. Et ensuite, 2010, élection qu'on a eue en Côte d'Ivoire. Après, 2015, c'était relativement apaisé. 2020, on a eu désobéissance civile, etc. Donc, à chacune des élections, on a exactement le même scénario. Vous avez des acteurs qui sont sur la liste, d'autres qui ne sont pas sur la liste, d'autres estiment que les conditions d'organisation des élections ne leur conviennent pas, donc les élections ne sont pas crédibles, etc. Et je rappelle quand même qu'on a eu plus de 3000 morts à l'élection de 2000, non pas à cause du développement, ni de la pauvreté, ni de tout ça, mais simplement à cause d'élections qui ont été mal organisées. Donc je pense que les conditions électorales, les personnes qui doivent être candidats, la composition de la commission électorale, ses pouvoirs, l'enrôlement sur la liste électorale, la fiabilité de la liste, etc. Ce ne sont pas des sujets à négliger. Ce ne sont vraiment pas des sujets à négliger parce que c'est la racine en fait des mots qu'en tout cas en Côte d'Ivoire on a connu. D'accord, tour de table. Moi c'est très rapide. Pour la même question. Je laisse Gandhi. Ce que moi je voulais dire justement, c'est que les solutions, premièrement, c'est la responsabilité de tous les leaders politiques face à cette volonté d'avoir des élections apaisées. C'est leur responsabilité donc qui se ressent dans leurs propos, dans la manière d'envoyer les demandes ou les préoccupations. Et ensuite, c'est l'ouverture d'un vrai dialogue sur le plan national, prenant en compte tous les partis politiques de l'opposition ou du parti au pouvoir, idéalement les parties prenantes de la société civile, afin qu'un vrai dialogue pertinent et productif soit ouvert sur ces questions électorales qui font débat depuis déjà plus de 2 décennies. Très bien. Bon, en fait, pour ma part, pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce qu'on a été habitué à ce genre de schéma, pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il n'y a que le dialogue. C'est le dialogue seul qui peut résoudre, qui peut nous épargner en fait ce genre de choses. Et actuellement, je crois que l'opposition a invité le parti au pouvoir à pouvoir s'asseoir pour discuter, pour dialoguer. Et c'est encore possible. Parce que vous voyez, pour ce qui se passe aujourd'hui, je me rappelle, 20 ans en arrière, les partisans de l'actuel président avaient répété aussi les mêmes phrases pour dire que si Ouattara n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. On a assisté à une rébellion. La seule façon pour éviter ça, c'est de s'asseoir, inviter ceux qui ne sont pas forcément des acteurs de premier plan, tels que les chefs traditionnels, si on peut s'exprimer ainsi, la société civile. Les chefs religieux. Merci, bien sûr, les chefs religieux, pour qu'on puisse faire une sorte en fait, de règlement sous l'arbre à palabre, comme ça se fait, une sorte de forum. Tout le monde est témoin, on y prend de nouvelles dispositions, on dit voici ce sur quoi on marche. Sinon, 2025, nous allons assister encore à la même situation. D'accord. Il faut rappeler, la rébellion c'est en 2002, les élections c'est en 2010, c'est cela. Et si on ouvre un dialogue ou un cadre de concertation politique nationale,
il ne faut pas que ce soit un semblant de cadre de concertation. Il faut que ce soit un vrai cadre de concertation. Et je pense même que ça donnerait au parti au pouvoir une certaine crédibilité, une certaine légitimité dans son affirmation de dire qu'on veut aller vers des élections apaisées. Je pense que le schéma démocratique et le jeu démocratique demandent à ce que tout le monde puisse s'exprimer au même niveau d'expression et que toutes les requêtes soient prises en compte. Il ne faudrait pas que les partis politiques de l'opposition aient l'impression que toutes leurs demandes sont juste bafouées du revers de la main et qu'on fait finalement ce qu'on veut parce qu'on est au pouvoir. Il faut éviter justement ce genre de ressenti. Très bien. Oui, bon, après, il y a eu des forums de un forum de réconciliation, mais moi je me demande si le peuple s'est réconcilié, je ne sais pas. Et pour revenir à ta question, effectivement, même si je n'ai pas forcément vu de violence dans les propos, ça cache peut-être autre chose, je n'espère pas. Ça n'a pas été sage dans tous les cas de la part du PPACI, en tout cas de la personne qui s'est exprimée au nom de ce parti-là, parce que je pense que quand on a un candidat qui n'est pas encore éligible, il vaut mieux peut-être aller vers la voie de la demande de grâce, de trouver grâce auprès du parti qui est au pouvoir actuellement. Je ne pense pas que ce type d'assertion va faciliter, en tout cas, ce travail d'intégration de M. Laurent Gbagbo dans cette liste électorale. Donc, on rétropédale, en fait, au lieu d'avancer. Ça n'a pas grand intérêt. Quelles sont les solutions ? La solution, ce serait, ils l'ont dit, chercher le dialogue, justement, avec les autorités compétentes pour le président de la République, pour obtenir grâce auprès de lui. Je veux dire, l'élection ne pourra pas se faire tant qu'il n'est pas... le fait de M. Laurent Gbagbo ne pourra pas accéder à la magistrature suprême sans qu'on ne le mette sur les listes en fait, électorales. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Et effectivement, dans ce sens-là, ça ne peut qu'être fait peut-être par la violence. Moi, je refuse d'utiliser ce mot-là, mais la sagesse veut qu'ils aillent vers le président de la République. On parle du vent, en fait. Tant qu'il n'est pas éligible, on n'a pas de débat. D'accord. Oui, je vais juste préciser qu'il a déjà été gracié, mais ce qu'il demande maintenant, c'est surtout l'amnistie. Excuse-moi. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Alors, on parle des politiciens qui réagissent, qui chacun fait sa sortie, l'autre répond derrière. La place du peuple dans tout ça, quel pourrait être, vous qui êtes ici, qui êtes des citoyens ivoiriens, quel est le mot adressé donc à ce peuple-là qui, vers la fin, qui n'a pas tenu le discours, est celui qui subit après ? Non, en réalité, malheureusement, dans ces schémas-là, le peuple n'est pas forcément décideur de ce qui se passe. Le peuple n'est qu'observateur de cette scène politique. J'ai envie de dire qui s'agite, qui lui envoie des messages, etc. Le peuple est surtout invité, et je pense que le peuple a compris, à une responsabilité citoyenne qui veut qu'on soit aussi dans des schémas de cohésion nationale et qu'on fasse passer justement notre bien-être avant celui des politiques. Ça, on est bien d'accord. Le peuple est invité à une responsabilité intellectuelle qui est celle de rechercher ce qui est vraiment proposé par les partis politiques au lieu de favoriser une ethnie, un homme, un âge ou ces schémas. Non, il faut vraiment responsabiliser le peuple sur ce plan-là, mais c'est vraiment pour le moment les responsables et les leaders politiques qui jouent. Le peuple ne parlera que dans les urnes. Très bien. Oui, pour revenir à la question sur le peuple que tu avais posée, bon, déjà, il faut faire très attention aux mots d'ordre qui appellent à la violence. Il ne faut vraiment pas les écouter. Mais au-delà, ce que je voulais rappeler, c'est qu'on ne le dit pas assez souvent. Les partis politiques, la naissance des partis politiques date d'à peine 3-4 siècles, alors que la démocratie, elle date de l'Antiquité. Donc, ça veut dire que lorsque la démocratie a été conçue, les partis politiques ne faisaient même pas partie du schéma démocratique. Donc, il ne faut pas penser que la démocratie se résume aux partis politiques. Et même en termes d'acteurs politiques, on a deux types d'acteurs politiques. On a des acteurs qui sont partisans, notamment les partis et les mouvements politiques. On a également des acteurs qui sont non partisans, le peuple, les intellectuels, les musiciens, la société civile, etc. Donc, on est autant acteurs politiques que les partis politiques. Simplement, on a des rôles qui sont différents. Donc, il faut que le peuple prenne toute sa place dans notre pays et surtout ne pas oublier que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et non pas le pouvoir des partis politiques. D'accord, il faut peut-être s'adresser directement au peuple. Oui, mais en fait, on s'adresse au peuple directement comment? Parce que nous ne sommes plus en fait dans la démocratie antique, on s'adresse aux partis politiques qui influencent aujourd'hui le peuple. On s'adresse à la société civile. Il y a des organisations. Exactement. Et c'est à travers les organisations de société civile, les partis politiques, que le peuple s'exprime. Mais mieux, le peuple va s'exprimer à travers les urnes, bien sûr, mais déjà les acteurs, c'est eux qui expriment le besoin, ou bien qui expriment en fait le désordre, ou bien en fait le gêne qu'ils ont à travers les élections. Il faut discuter avec eux. Je suis content parce que déjà, je ne sais pas si c'est des rumeurs, mais j'ai lu dans une certaine presse que le président du PPA, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo voulait rencontrer le président actuel, le président Alassane Ouattara. Si des gens se rencontrent pour discuter et que chacun peut émettre déjà ses avis, il peut expliquer ses problèmes, c'est déjà un pan pour les populations. Mais il faut donner déjà des premiers pas pour rassurer les populations. Il n'y a que le dialogue. Il n'y a que seul par le dialogue. On n'oublie pas qu'ils se sont déjà rencontrés, rencontre des trois, au cours de laquelle on a su quitter le Benjamin. Les deux grands, comme on le dit, on peut l'expliquer, les deux grands
selon ce que j'ai lu, doivent pouvoir se rencontrer. Aujourd'hui, le problème réel... Si tu fais court, les autres pourront parler avant. Le problème réel, c'est qu'on voudrait que Laurent Gbagbo soit candidat. Et comme Aïcha l'a dit, il y a la manière à utiliser pour que le chef de l'État puisse quand même céder. D'où le dialogue. Juste une précision à Gandhi. Une étude qui a été réalisée par le Centre ESD il y a environ 4 ans a démontré que les Ivoiriens qui ont une carte de membres de partis politiques représentent moins de 1% de la population. Donc, contrairement à ce que tu dis, tout le peuple n'est pas dans les partis politiques. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit à travers les organisations de la société civile et les partis politiques. Tout comme en Europe, dans tous les pays, les électeurs sont plus nombreux que les militants des partis politiques. Voilà. Ce sujet vous est assez passionnant. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais on a oublié de faire la chute et puis d'arracher la parole à Rihanna qui s'apprêtait à la prendre. C'est pas grave, on reviendra sur autre chose. On met la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances après l'actualité présentée par Isabelle Vauvor. Et nous poursuivons cette émission, bien sûr, avec une autre info du jour qui va emmener, bien sûr, une question à Panos. On y va tout de suite. Nous sommes à quelques encablures, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Alors, rentrée scolaire 2024-2025, les conditions d'admission pour le CP1 sont connues. Voilà. Et quelles sont ces conditions d'admission? On en parle avec Gandhi. Bon, pour la rentrée prochaine, je pense que c'est l'inscription au CP1 et à la maternelle. Déjà, le ministère de l'Éducation nationale a décidé qu'à partir de 6 ans pour le recrutement au CP1, et le recrutement à la maternelle de 3 à 5 ans, la petite, moyenne et grande section. Voici les grandes décisions prises. Aujourd'hui, le débat, c'est de savoir est-ce qu'on peut pouvoir recruter des enfants à moins de 6 ans au CP1. Voilà. D'accord. On aimerait quand même revenir sur les conditions, tu es passé très vite, on aimerait quand même revenir sur les conditions d'admission au CP1. Rihanna? Écoute, moi j'ai envie de dire un peu, c'est la décision du gouvernement, donc même si on revient dessus, moi je ne veux rien y changer. Après, je pense qu'il lançait justement la question de savoir est-ce que... C'est pas lui qui l'a lancé en fait. C'est ça, c'est pour ça que moi j'ai baissé ma tête. Non, les conditions d'admission, si je peux répondre peut-être. Qui répondra? D'accord, vas-y. Oui. Non, c'est comme tu as posé la question là. Donc, il faut une inscription au préscolaire et au CP1, donc ça démarre le 2 septembre pour information, prochain sur toute l'étendue du territoire. Il faut aussi une inscription au préscolaire qui concerne les enfants de 3 à 5 ans, 4 et 5 ans pour les centres préscolaires communautaires et les enfants qui ont la moyenne et la grande section, je ne comprends même pas ce que je lis. Et pour le CP1, la priorité est donnée, cette fois, comme l'a dit Gandhi, aux enfants de 6 ans, à compter justement du 31 décembre. D'accord. Avant de poser la question à Panonso, je voudrais quand même vous demander à vous, à quel âge vous avez fait CP1? Aïcha, c'est toi qui avais la parole. Moi, j'ai demandé tout à l'heure à mes parents, mais j'ai pas encore, parce que j'ai un problème de réseau là. Là, t'as oublié. En fait, j'ai commencé l'école élémentaire ici et je l'ai terminée en France, parce que je suis arrivée ce qui est l'équivalent du CP1, c'est la première classe, non? En France. C'est quoi ton âge du CP1? Je suis arrivée en France à 6 ans. Donc voilà, donc c'est ça, c'est l'âge de 6 ans, l'âge normal, je crois. Et puis, comme je disais, j'ai sauté une classe parce qu'ils m'ont mis au CP, mais j'avais l'équivalent du niveau plus haut. Donc c'est CE1 là-bas, pardon. Et tu avais quel âge? Tu avais 6 ans? J'avais 6 ans. D'accord, très bien. Donc oui, 6 ans, c'est ça. Arnaud Goï? Je crois que j'avais 3 ans et demi. CP1, oui. Au CP1, tu avais 3 ans et demi. Ouais. C'est quelle école qui a permis ça? Ma mère était institutrice dans l'école. C'était quoi, bénévolat, peut-être? Parce que moi, j'ai fait ça, bénévolat. Oui. Mon grand-père aussi était instituteur. Je vais l'expliquer ici. J'ai commencé à 3 ans et demi. Le CP1 et puis le maître était CV, etc. Je crois que je vous ai expliqué l'histoire. Et malgré mes résultats, je n'ai pas terminé l'année et l'année qui a suivi. C'est là que je suis revenu. Donc, disons 3 ans et demi, 4 ans environ. Mais tu as refait le CP1 après, à 6 ans ou quoi? Non, à 4 ans, j'ai refait le CP1. À 4 ans, tu as refait le CP1? Si. D'accord. C'était les enfants précoces un peu surdoués, donc 3 ans et demi. Nous, on a fait bénévolat. J'accompagnais mon grand-père, donc le père de ma mère, qui enseignait et qui était inspecteur de l'enseignement à Djouekoué. Et donc, j'allais à l'école avec lui et je savais le lire déjà. Juste une info. Sur ça. Pourquoi tu arrêtes pour moi?
Non, c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup d'enfants d'enseignants qui commencent assez tôt quand même. Très bien. Parce que mon père enseignant, ma mère enseignante, comme je l'ai dit. Donc, il y a beaucoup d'enfants d'enseignants qu'on inscrit assez tôt. C'est ça. Voilà, c'est dû à ça, en fait. Hein. Et moi, la question, On accompagne, pardon? La question, c'est à quel âge? Mais c'est à quel âge? Non, comme chacun explique son histoire. Parce qu'on aimerait que tu expliques ton histoire aussi. Non, je n'explique pas. J'ai été au CP1 à 5 ans. À 5 ans? À 5 ans. Mais par contre, à la maternelle, moi aussi, je savais lire et écrire. Très bien. Alors que dans d'autres pays, c'est à partir du... Maternelle, 3 ans, 4 ans? Oui, c'est ça, 3 ans, 4 ans, oui. C'est bien. On a des crânes quand même dans cette équipe. C'est très bien. Gandhi? CP1 6 ans. CP1 6 ans? Oui, CP1 6 ans. Il en est super fier, alors, il a dit. Oui, non, en fait, parce que c'est ce que l'État dit. Et puis, bon, les études démontrent qu'à 6 ans, déjà, on est bien outillé par rapport à un enfant de 4 ans, 5 ans qui n'est pas encore concentré. Moi, j'ai fait le CP à 6 ans. Quand on fait le CP à 6 ans, on fait un parcours sans faute à 18 ans, on est en terminale. D'accord. Mais c'est ça. C'est très bien. Question à Panonceau? Question à Panonceau, tout de suite. Non, Éric Landry, souvent quand les gens disent les trucs sur le plateau, il faut leur parler. De leur parler. Il dit que lui, à 6 ans, il était plus outillé que nous à 5 ans. Non, moi, il n'était pas dedans. Il dit à 6 ans, c'est démontré qu'un enfant qui a 6 ans, il est plus concentré qu'un enfant qui a 4 ou 5 ans CP1. C'est plus clair, non? C'est quelle étude? Si tu peux nous préciser. Toi, tu as fait 5 ans. Lui, il avait 6 ans. Avec un peu plus d'expérience de la vie. Mais qui est plus concentré sur le plateau ici? Non, mais c'est moi qui suis plus concentré. Tout le monde est concentré. Vous êtes tous concentrés sur ce plateau. Question à Panonceau. Alors, d'accord, pas d'accord avec le CP1 à 4 ans dans certains établissements. Il y a certains établissements qui l'acceptent. CP1 à 4 ans. D'accord, pas d'accord? J'aimerais voir vos Panonceau donc présenter à vos différentes caméras pour que nos téléspectateurs voient vos avis. D'accord, pas d'accord? On ne veut pas les Panonceau qui font toupie. D'accord pour Aïcha? D'accord pour Arnaud Goï, d'accord pour Rayana Assise, et pas d'accord pour... et pas d'accord pour... Gandhi, pas d'accord pourquoi? Mais je l'ai déjà dit, je dis qu'il faut laisser l'enfant évoluer en fait, pour qu'il soit vraiment bien stable psychologiquement. C'est-à-dire que, parce qu'à 3 ans, qu'est-ce qu'on nous démontre? 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est l'âge du préscolaire. La petite section 3 ans, la moyenne section 4 ans, la grande section 5 ans, et à 6 ans, il est plus concentré. C'est vrai qu'il y a des exceptions, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des surdoués, il y a des exceptions, mais je veux dire que pour être vraiment dans le système normal, à 6 ans, il faut laisser l'enfant, il est plus concentré par rapport à celui qui est moins âgé que ça. Voilà. Très bien. On dit, c'est Jonas Zamblé qui dit Gandhi n'est pas du tout concentré. Ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis d'internaute. Il allait à 6 ans. C'est un avis. J'ai dit que c'est un avis contraire. Je te sais concentré. Il ne faut pas les écouter. C'est le contenu. Mais c'est clair, et ton contenu est très concentré. Voilà, ce n'est pas ma tête qui bouge qui compte. D'accord. Arnaud, d'accord, pourquoi? Oui, moi je suis d'accord, mais je suis à moitié d'accord avec Gandhi. Quand il fait référence à certaines études, quand vous prenez même le cadre d'action d'éducation 2030 de l'UNESCO, à la page 39 de 2016, on nous dit qu'un enfant est prêt pour l'école lorsqu'il a franchi certaines étapes de son développement dans toute une série de domaines, notamment que son état de santé, son état nutritionnel sont satisfaisants et qu'il a atteint un stade de développement linguistique, cognitif, social et affectif qui correspond à son âge, l'UNESCO. Non, effectivement. Et puis à côté de ça, l'UNESCO a des études canadiennes, etc., qui montrent que effectivement, c'est mieux de retarder la... Quand tu lis ça, tu as des regrets d'avoir commencé à 3 ans et Non, il y a des exceptions. Mais je suis d'accord avec 4 ans, parce que je suis pas toujours pour le fait de toujours imposer, en fait. On laisse la possibilité à chaque enfant en fonction de son développement, parce que l'enfant a un pouvoir de décision, possibilité, pouvoir de décision à 4 ans. Pas l'enfant qui décide, mais que l'on puisse apprécier quel est l'état de l'enfant, est-ce que l'enfant est capable, en fait, de supporter des études primaires, que l'on puisse... Quand on fait des trucs trop généraux, il y a des enfants qui ne rentrent pas dans ces canevas. Voilà. Donc, pour moi, imposer ça comme condition... Je ne suis pas pour. Je viens d'apprendre qu'en Finlande, à l'école primaire, les enfants s'amusent, ils jouent jusqu'à 7 ans. Mais ce que Gandhi disait, en tout cas, c'est très pertinent. Alors, Aïcha. Moi, je suis d'accord parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé d'excellence ici. L'excellence, c'est aussi d'accepter que certains enfants peuvent être en avance ou même de les instruire plus en avance que d'autres, peut-être. Et ça anticipe aussi sur peut-être des redoublements qui vont être faits par la suite, puisqu'il y a des gens qui redoublent, leur classe. On voit des gens qui ont la vingtaine et quelques qui passent leur bac. Donc ça peut aussi rétablir
ce décalage-là. Et puis, je pense que ça gêne personne, en fait. Tu n'as pas dit toutes les écoles, tu as dit certaines écoles. Donc, évidemment, les parents ne sont pas obligés d'inscrire leurs enfants dans ces écoles-là. Donc, c'est un choix qui est délibéré des parents, quoi. Ça peut aussi décharger les parents à la maison au niveau des tâches, parce que garder un enfant, c'est un travail à temps plein. Quand tu parles de tâches, en fait, je reviens encore sur la Finlande, hein, donc, qui est classée deuxième au niveau de son système éducatif. Je reviens dessus pour dire que pendant ce système éducatif, donc des enfants qui ont 7 ans, on leur apprend pas que 1 + 1 est égal à machin ou ABC de non, il n'y a pas que ça qu'ils apprennent. Ils apprennent à être sociables, à aimer les autres, le civisme, et on leur apprend beaucoup de valeurs. Mais en Finlande, excuse-moi, ils n'ont pas le respect et tout ça. Ils n'ont pas un taux d'alphabétisme qui est de 47% en Finlande. Donc je pense qu'il y a urgence. En fait, il faut qu'on les mette le plus tôt possible à l'école. D'accord. Merci. Juste un mot. Je t'en prie. Mais bon, tu as expliqué ton d'accord, non? Oui. Mais laisse les autres expliquer. J'ai un beau système. On reste dessus, sur cette affaire de Finlande. Deuxième au niveau des rangs du classement du système éducatif. D'accord pour Rayana Assi. Je suis d'accord parce que je suis justement contre l'interdiction. J'estime que les parents sont à même de juger si l'enfant est en capacité de commencer à faire ses classes, parce qu'on n'est pas 30 ans en arrière à l'époque de Gandhi, pour ne pas faire de jeu de mots, où justement les enfants avaient, j'ai envie de dire, beaucoup plus de mal à sociabiliser, à entrer dans certaines cases. Aujourd'hui, non, mais sans rire. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont extrêmement intelligents à des bas âges, qui sociabilisent déjà, qui peuvent tenir certains types de conversations, qui tiennent déjà. On a des enfants de 2 ans et demi qui commencent déjà à faire donc, des petites classes à la maison, etc. Donc ça montre qu'il y a déjà une prédisposition. Donc, alors je ne suis pas forcément en train de dire qu'il faut envoyer les enfants tôt à l'école, mais quand on se retrouve avec des cas où on a des enfants qui sont prêts, il ne faut pas juste retarder leur socialisation ou leur apprentissage. Il faut toujours vérifier quand même qu'ils soient prêts, parce qu'il y a des parents qui font croire que leurs enfants sont prêts, parce que bon, les enfants sont à la maison, on va au travail, on ne sait pas qui va garder, donc on inscrit à l'école tout de suite. J'ai été cité, même si je ne suis pas visé. Dernière intervention. J'ai été cité, non. D'accord, rapidement, parce qu'on a un invité après. Ce qui est important, les parents sont libres d'envoyer leurs enfants à l'école à moins de 6 ans, dans les écoles privées. Mais l'État, en fait, en fonction des études, l'autre a rappelé tout à l'heure la référence, l'idéal, c'est 6 ans pour ne pas perturber l'enfant. J'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir des exceptions dans tout système. Et l'exception n'étant pas la règle, c'est 6 ans et l'enfant évolue normalement. Maintenant, si un enfant 5 ans qui peut, comme on appelle des gens qui sont un peu retardés, il y a des gens qui sont précoces, mais dans le principe, 6 ans serait l'idéal. D'accord. D'accord, merci à vous. Merci. Arnaud, désolé, comme je l'ai fait pour Rayana donc, en première partie, tu n'auras pas la parole encore sur ce sujet. On va y aller tout de suite avec notre invité qui arrive tout de suite. Pardon. Notre invité, il arrive, il va s'installer. Monsieur Mbassidje Edo, secrétaire général du syndicat des pompistes et graisseurs de Côte d'Ivoire, qui récemment a dévoilé donc ce syndicat-là, ces déplorables conditions de vie et de travail. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur notre plateau. Merci. D'accord. Alors, oui, allons-y. Oui, allons-y. Je m'adresse à vous déjà donc, sur ce plateau. Le métier de pompiste et graisseur, vous savez. Oui. Mais bon, expérience avec les pompistes rapidement pour chacun de vous sur ce plateau. Personnellement, je n'ai jamais eu d'incident fâcheux avec les pompistes. Chaque fois, ils ont, pour la plupart, enfin, pas pour la plupart du temps, en tout cas chaque fois, j'ai jamais eu de problème. Tu viens, tu payes et puis tu... Donc, j'ai jamais eu de problème avec les pompistes. Très bien. Non, pas particulièrement aussi. Par contre, je voudrais dire, parce que j'ai lu un peu leurs revendications, au niveau des salaires, etc., c'est assez déplorable. J'ai souvent dit parler d'augmentation des richesses. Je pense qu'il faut absolument augmenter les salaires pour éradiquer aussi la précarité de certains qui entraînent la mendicité aussi. Tu vas très vite. Tu vas très vite dans le sujet. Fini, Rayana aucune expérience fâcheuse. D'accord, très bonne expérience. J'ai pas de souvenir d'une mauvaise expérience. D'accord. Moi, j'ai de bonnes expériences avec eux parce que très souvent, je prends la monnaie avec eux. Ah bon? Ah oui, effectivement. Est-ce que vous avez souvenir, est-ce que vous connaissiez déjà l'association, le syndicat des... Non, c'est une grande première pour moi. Et puis bon, j'en suis vraiment ravi. C'est bon, voilà. On voit la question, mais pourquoi maintenant? Pourquoi si tard? Alors, il n'est jamais trop tard de faire les choses. Déjà, je tenais à dire merci à la direction de Live TV, la télévision sans filtre, et à vous de me recevoir sur votre plateau. D'accord. Alors, le syndicat est né quand? Alors, le 15 avril 2024. Le syndicat a été créé. Là, tout de suite, là? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui a suscité cette création, finalement? Alors, il faut dire que
les pompistes vivent dans des conditions difficiles, des conditions déplorables. Les pompistes touchent un salaire en moyenne en Côte d'Ivoire de 80 000. Surtout pour ceux qui sont à Abidjan, mais à l'intérieur du pays, ils touchent moins du SMIC, pardon. Vous voyez un peu? Et donc, ils n'ont aucune mesure d'accompagnement concernant la sécurité sur les sites. Ils sont très souvent victimes d'agressions, de braquages. Il y a des clients véreux aussi qui viennent sur les sites, qui se font servir du carburant et qui partent sans payer. Ah. Vous voyez? Et donc, ce sont des choses qui sont retirées de leur salaire. Nous disons que ce n'est pas normal. Vous voyez un peu? Au-delà de ça, les pompistes n'ont aucune assurance maladie. Pour la plupart, aucune couverture sociale, aucune mesure d'accompagnement pour atténuer l'inhalation du gaz qu'ils respirent au quotidien. Pour les graisseurs, les huiles qu'ils manipulent au quotidien. Nous trouvons que c'est vraiment déplorable. Et donc, nous avons décidé de créer ce syndicat pour défendre les droits des pompistes, lutter pour la revalorisation de leur salaire et pour les conditions de travail, l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour en arriver à la création du syndicat, ça veut dire que vous avez déjà discuté avec votre tutelle, avec vos patrons. Oui. Les discussions ont porté ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait déjà passer des notes d'information. Très bien. Nous avons déjà informé le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Nous avons informé le ministre aussi de l'emploi et de la protection sociale, la direction du travail, le procureur de la République, le tribunal du travail, bon, en tout cas, toutes ces autorités qui sont en charge de ce secteur, non seulement pour la protection des droits et pour le domaine du pétrole. Donc déjà, c'est un peu ça. Alors moi, j'ai deux questions très courtes et très élémentaires. C'est est-ce que vous êtes pompiste vous-même? Oui, d'accord. Et pour vraiment comprendre, à qui vous vous adressez lorsque vous avez des préoccupations, à qui vous vous adressez directement? Déjà, pour répondre à la première question, il faut dire que je ne suis pas pompiste. Vous savez, j'ai un frère qui a été pompiste, qui a été confronté à pas mal de problèmes respiratoires à l'issue de son licenciement abusif. Quel est votre métier, vous? Alors moi, je suis chef d'entreprise. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour revenir à la deuxième question, vous avez dit quelle était déjà... À qui vous vous adressez? À qui vous adressez directement vos préoccupations et qui vous répond? Alors déjà, quand un de nos membres nous saisit, nous allons rencontrer déjà directement l'employeur. Nous discutons avec l'employeur, nous tentons déjà une médiation. Et après cela, nous partons voir maintenant l'inspection du travail, qui se charge maintenant de pouvoir tenter une conciliation entre l'employé et l'employeur. C'est quand il n'y a pas d'entente que nous saisissons maintenant le tribunal pour aller en justice pour pouvoir... Qu'est-ce qui vous a valu le poste de secrétaire général? Vous qui n'êtes pas pompiste, vous n'avez pas un métier en relation avec pompiste ou graisseur, donc... Vous parliez des problèmes de santé. Oui, alors c'est une très bonne question. Déjà, il faut dire que je suis militant d'une ONG. Vous voyez, une ONG qui s'appelle Étincelle d'Espoir, permettez-moi, qui milite pour offrir un avenir meilleur aux enfants désœuvrés, vous voyez. Ça n'a toujours rien à voir avec les pompistes. Justement, effectivement, c'est pour dire que je suis humain déjà. Vous êtes engagé socialement, voilà. Et au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, qui a eu pas mal de soucis avec son exposition au gaz qu'il respirait chaque fois à la station, m'a donné l'envie de vraiment prendre ce combat-là et de me battre pour ça. Donc nous avons déjà organisé des cellules de base avec des pompistes. J'ai fait le tout pour en parler aux pompistes, de mon projet de vouloir créer un syndicat pour défendre leurs droits. Parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que leurs droits sont bafoués au quotidien. Et donc c'est comme ça que nous avons fait une assemblée générale avec ces pompistes qui ont décidé de nous accompagner. Et bien sûr, ils m'ont désigné comme secrétaire général parce qu'ils ont trouvé en moi la personne qui mérite mieux de pouvoir les représenter. D'accord. Sinon, au sein du bureau, ce que je tiens à préciser, c'est que le bureau national est composé à la plus grande majorité de pompistes et de graisseurs. D'accord. C'est bon de préciser cela. Oui. La question, c'est comment on devient membre de l'association, puisque vous, par exemple, vous n'êtes pas pompiste. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a une adhésion des pompistes, puisque vous-même, vous n'êtes pas pompiste, donc c'est quelque chose de syndical, donc ça concerne surtout un corps de métier auquel vous n'appartenez pas. Donc est-ce que les gens vous trouvent légitime, en fait, pour parler en leur nom? Oui, effectivement, déjà, c'est une très bonne question. Déjà, la loi me permet déjà de créer un syndicat, quand bien même je ne suis pas du corps. Vous voyez, quand bien même je ne suis pas du corps, la loi me permet de créer le syndicat. Et au-delà de ça, pour adhérer au syndicat, nous avons une plateforme, un site internet. Vous allez sur le site internet, il y a une plateforme où vous remplissez vos informations, il y a un numéro pour faire
le paiement des adhésions, l'adhésion qui est à 2000 francs. Et donc, quand vous finissez de remplir, au retrait de votre carte, vous venez vous émarger et puis nous vous remettons votre carte de membre de pompiste. N'importe qui peut être membre? Non, uniquement les pompistes, graisseurs et chefs de piste en station. À ce jour-là, vous êtes à combien de membres à ce jour, jusqu'à ce jour? Alors à ce jour, nous sommes un peu plus de 600 pompistes qui ont adhéré au syndicat. Territoire national? Sur le territoire national. Voilà. Et nous continuons de prendre les adhésions. Et on a combien de pompistes environ en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons un peu plus de 10 000 pompistes qui assurent, pompistes et graisseurs, pardon, qui assurent le service quotidien, permettant aux populations de vaquer à leurs occupations régulièrement. Et donc, nous tenons vraiment à nous battre pour permettre à ce que leurs droits leur soient... Mais depuis que vous êtes créé, vous avez déjà des acquis déjà un Oui. peu. Quels sont les acquis que vous pouvez citer déjà? Alors, en termes d'acquis, il faut comprendre déjà comment ça fonctionne. Ce serait un peu large, mais on aura le temps d'étaler ça lors de notre conférence de presse prévue pour le 5 septembre. Alors, en termes d'acquis, nous avons déjà réglé certains problèmes de nos membres qui nous ont contactés. Vous voyez, les pompistes sont licenciés de manière abusive très souvent. Et donc, nous avons tenté des médiations auprès de l'employeur. D'accord. Vous voyez, les employeurs qui ont réintégré ces pompistes, pour certains qui n'avaient pas de droits, qui n'avaient pas reçu leurs droits des dommages et intérêts, on leur a reversé leurs droits. D'accord. Ça veut dire que vous avez une oreille attentive auprès de vos... Effectivement. De votre tutelle. Effectivement. D'accord. J'avais une question. D'accord, vas-y. Je voulais juste savoir, parce que vous avez parlé de salaire qui est en dessous, à l'intérieur du pays, notamment en dessous du seuil minimum. Est-ce que vous avez une revendication, enfin, qu'est-ce que vous demandez comme salaire, en fait? Exactement. Déjà, on ne veut pas donner vous savez, on ne veut pas fixer de salaire de base. C'est à eux de nous proposer un salaire, mais qui prend en compte l'insécurité qu'il y a sur les stations, qui prend en compte le fait qu'on soit exposé régulièrement au carburant, au gaz et aux produits toxiques, qui prend en compte le fait qu'on n'ait pas d'assurance maladie pour nous couvrir quand on est malade, qui prend en compte le fait qu'on n'ait pas de couverture sociale, de cotisation, de numéro CNPS, pardon. Donc c'est à l'issue de tout ça, ils doivent prendre en compte tout ça pour nous donner un salaire raisonnable, en fait. C'est ce que je pense. Très bien. On parle de salaire, mais quelle formation faut-il pour être pompiste ou pour être graisseur? D'abord, le pompiste, pour être pompiste, il doit avoir le niveau bac. D'abord. Et il y a plusieurs types de formations. D'abord, ils vont commencer par la formation sur l'utilisation des pompes, vous voyez. Ensuite, la formation en HSE, tout ce qui est sécurité de site, etc. Et au-delà de ça, ils vont faire une formation de commercial, parce que c'est des commerciaux, en fait. Ils vendent du carburant. Donc, une formation pour gérer l'argent qu'ils récupèrent sur les pistes. Comment vendre aussi les produits lubrifiants, comment inciter le client à prendre du carburant, tout ça. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé par exemple d'avoir un site internet, on sait que ça demande de l'argent. Comment est-ce que vous financez votre business? D'abord, déjà, il faut dire que les membres du bureau, soucieux de vouloir vraiment défendre leur cause, ont mis la main à la poche, malgré leurs faibles revenus, ont mis la main à la poche pour qu'on puisse déjà avoir le minimum. Ce sont des cotisations mensuelles? On a des cotisations mensuelles. Mais déjà, quand il s'agit de frais qui sont assez excessifs, vu que le bureau n'a pas encore assez de ressources nécessaires, nous faisons nous-mêmes des cotisations exceptionnelles pour pouvoir... Mais est-ce que c'est un modèle qui peut perdurer? Parce que est-ce qu'il y a autre chose qui est pensé derrière? Oui, c'est un modèle qui peut perdurer parce que, bon, déjà, avec beaucoup plus de pompistes, on sera un peu plus autonome, vous voyez. Mais nous disons que déjà, avec les moyens qu'on a, on arrive déjà à faire le nécessaire. Ouais, c'est une question que j'avais aussi, parce que moi, je crée des sites internet. Je suis allée voir le vôtre, il est pas mal du tout. Effectivement. Mais je connais le prix aussi d'un site internet. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez des compétences en interne ou est-ce que c'est un coût? Même vos communications, les vidéos sont très bien faites. Bravo. Il faut dire qu'on travaille en partenariat avec certaines personnes qui, bénévolement aussi, nous soutiennent, qui ont épousé la cause de la défense des droits des pompistes. Effectivement. Vous avez des contacts en fait qui par derrière peuvent soutenir. Pour ce qui concerne la réévaluation par exemple de votre salaire, vous avez dit que votre tutelle a une oreille attentive. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous trouvons même que la tutelle, les employeurs et les marketeurs vous avez posé la question, vous avez dit oui. Ah non, c'est que c'est... Vous n'avez pas bien entendu la question. D'accord. Voilà. On repose la question. Est-ce que vous avez une oreille attentive du côté de votre tutelle? Alors, on n'a aucune oreille attentive du côté de la tutelle. Il faut dire que je me permets même d'employer le mot véreux parce que nous avons des gérants et des marketeurs qui ont des attitudes
véreuse, on va dire, je ne sais pas si c'est comme ça il faut dire, mais qui... Quel genre d'attitude? Comme quoi, par exemple? Déjà, vous devez savoir que le pompiste est sur la station. Dès qu'on lui demande de servir le client avant d'encaisser l'argent, quand le pompiste finit de servir le carburant et que le client fuit avec l'argent du carburant, c'est au pompiste de payer. Oui, effectivement, c'est au pompiste de payer ces frais-là. Quand le pompiste est victime d'une agression sur le site, c'est au pompiste de rembourser cet argent parce qu'ils ont fixé un quota à ne pas dépasser qui est dans l'ordre de 25-30 000, où le pompiste doit pouvoir verser régulièrement dans sa caisse. Et donc, quand on le surprend sur une station avec 100 000, 150 000, où un agresseur vient lui prendre ça, on lui demande de rembourser. Déjà qu'il touche 80 000, il n'a aucune assurance maladie, aucune cotisation, aucun numéro CNPS. Combien doit-il avoir sur lui à reverser tout de suite? Sur lui, il doit avoir 25 000, alors que nous trouvons que ce n'est pas normal. Quelqu'un peut venir prendre son carburant tout de suite. Il fait le plein, ça lui fait 30 000, 35 000. Non, il y a des véhicules où et le plein, c'est 80 000. Le pompiste est commercial. Donc, pendant qu'il est en train de compter les 30 000, il doit les déposer. Il y a une pile qui s'enchaîne. Il fait quoi? Il essaie ou il va déposer, il revient. Bon, vous voyez que c'est compliqué. Nous trouvons que les employeurs sont de mauvaise foi. Qui se charge du système de sécurité au niveau des stations? Il n'y a pas de système de sécurité. Déjà, il faut savoir comment ça fonctionne. Parce que le marketeur crée une station. Le marketeur sont les multinationales que vous connaissez à l'effigie, vous voyez. Quand le marketeur crée la station, il cherche automatiquement un particulier qui va venir gérer la station, qui va payer une caution et gérer la station. Et donc, en attendant, il met une société de ressources humaines, ce qu'on appelle la gérance directe. Et donc, le pompiste n'est aucunement lié au marketeur. Le pompiste est lié à la société de ressources humaines, qui leur donne un salaire platonique et qui leur donne en plus de cela une cotisation CNPS, des numéros souvent fictifs, qui leur donne aussi une assurance maladie qui ne prend pas beaucoup de choses en compte. Vous voyez? Et au bout de 6 mois, quand le marketeur trouve un gérant qui vient pour prendre la station en gestion libre, le marketeur peut décider de licencier tous ces pompistes qui sont là. Et donc, quand il ne décide pas de les licencier, vous étiez payé à combien? 80 000, 90 000. Moi, je viens pour faire du business. Je ne peux pas vous payer 90 000. Je vous paye juste 70 000. Ça pousse le pompiste à quitter. Je ne peux pas vous donner une assurance maladie. Ça pousse le pompiste à quitter. Donc, nous trouvons que ce sont des attitudes que le marketeur lui-même sait, mais qui fait fi de ne pas savoir. D'accord. Alors, on a 2 internautes, donc Salomé Kada et Kada Mathias, qui nous demandent justement si vous avez un numéro de téléphone. Et par ricochet, je pense que l'adresse du site internet n'a pas été donnée non plus. Effectivement, nous avons un numéro de téléphone qui est le 07 59 63 91 56. Tout doucement, on le reprend. 07 59 63 91 56. Et le 07 08 24 96 95. D'accord. On espère que vous allez avoir gain de cause. Hein, oui, effectivement. Que toutes les tutelles vont vous entendre, répondre à vos questions, répondre à vos demandes, à vos doléances. Hein, parce que cela y va donc, de la santé des pompistes. Hein. Moi, je me suis toujours posé la question, quand je regarde le véhicule, l'odeur du carburant, effectivement. C'est quand même terrible. Hein. Donc je me demande, mais moi qui passe et qui ne supporte pas cette odeur-là, comment font ceux qui sont comment est-ce qu'on tient tous les permanence, jours? Mais tous les jours, comment ils font pour supporter cette odeur? Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On n'avait pas idée de ce que vous traversez. C'est difficile. Mais vous avez bien fait de venir sur notre plateau. Hein, si c'est vrai, tout ceci, ben on espère que vous allez avoir gain de cause. Un dernier message déjà. Rapidement. Je voulais appeler le ministre de tutelle, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à se pencher sur notre cas. Parce que nous souffrons énormément de ces gérants et de ces marketeurs qui abusent de nous. Nous disons que le pompiste est fort dans sa fonction, il contribue beaucoup et il faudrait qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Monsieur Mbasidje. Petite salutation aussi à mon président de la centrale, M. Zadi Nyanya. Très bien. La centrale à laquelle nous avons adhéré. Edo, merci d'être venu sur ce plateau. Votre message est passé. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On prendra plaisir à se retrouver demain, même heure, 19h, 20h30. Merci à tous les chroniqueurs, à toute mon équipe. Merci. Merci à toute l'équipe, hein, la régie, les caméramens. Merci à vous tous. On se retrouve demain, 19h. Shalom.